Bonjour à tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, comme toujours, il fut bon. J'ai pas mal lu ce week-end, j'ai pas mal couru également. Et en courant, maintenant, j'écoute des livres audio. Mais tout ça, je vous l'ai expliqué dans le précédent vlog. Donc si vous avez envie d'avoir le début de blabla qui va suivre juste après cette introduction, je vous invite bien évidemment à aller voir mon précédent vlog. C'est important de suivre les vlogs dans l'ordre, bien évidemment. Donc je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici. Et sinon, je vous disais dans le précédent vlog que je viens de conclure à l'instant que j'avais pour l'instant 2 lectures en cours. J'avais ma lecture physique qui est le tome 7 des Bridgerton. On suit dans ce tome-là Hyacinthe qui est la dernière de la fratrie, qui a un caractère assez particulier. Voilà, elle est un petit peu hors cadre, elle aime bien parler, elle aime bien débattre, elle a ses idées, elle a un caractère bien trempé et elle est depuis quelques saisons, depuis 3 saisons, sur le marché du mariage. Elle a reçu quelques demandes mais rien qui lui convenait et sa famille désespère un petit peu qu'elle trouve quelqu'un, non pas parce qu'elle est compliquée et qu'ils veulent la caser à tout prix, mais tout simplement parce que sa famille veut son bonheur et veut absolument qu'elle se case avec quelqu'un qui la mérite. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui sera capable de la stimuler, donc, bien évidemment également de supporter son caractère un petit peu exécrable sur les bords, mais voilà, quelqu'un qui sera là pour elle, qui la stimulera, qui n'aura pas peur de son intelligence et qui au contraire pourra lui tenir tête et avoir des discussions hyper intéressantes et intellectuelles avec elle. Alors, c'est pas un spoil de vous dire que dans cette histoire, on va suivre également Gareth. Gareth qui, bien évidemment, va être l'élu du cœur de Hyacinthe. Et Gareth, lui, en fait, c'est le fils d'un baron. Mais la relation avec son père est un petit peu tendax. Très tendu comme un string. Ah oui, écoutez, on est dans les Bridgerton, donc j'ai le droit de parler de string de culotte et de faire parfois des petites blagues un petit peu, voilà... Bon, c'est pas subtil, c'est pas non plus des grandes blagues, voilà, hyper fines et pleines de bon esprit. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, on est dans un Bridgerton et étant donné que dans ce genre de roman, on a parfois des scènes un petit peu spicy, je pense que la citation tendue comme un string fonctionne pas mal avec le contexte. Donc je disais, notre petit Gareth, lui il a une relation donc assez conflictuelle avec son père pour une raison que je garde secrète pour ne pas vous spoiler, pour vous garder quand même des éléments entiers si vous avez envie de découvrir ce tome. Et du coup, comme sa relation est tendue avec son père, il veut faire tout ce qui pourrait déplaire à son père et donc c'est un petit peu un fiefé libertin, voilà, il veut pas se caser, il couche à droite à gauche, enfin voilà. Et puis, bien évidemment, il va rencontrer Hyacinthe et il va se passer ce qui va se passer dans ce tome, mais on se doute bien, hein, on est dans un Bridgerton, c'est convenu, c'est un petit peu gnangnan, c'est très cliché, et donc bien évidemment, on se doute que Gareth et Hyacinthe vont finir ensemble. Ouais, je pense que j'ai déjà dit dans la phrase juste précédente un petit peu mon avis sur ce livre. C'est cliché, c'est gnangnan. C'est convenu, on est un peu dans le monde des bisounours, tout le monde est gentil, blablabla, tout le monde est beau, tout le monde, voilà, tout est bien, qui finit bien, limite à la fin, hein, j'en suis persuadée. Bon, je suis pas encore à la fin, hein, je suis en pleine lecture de ce tome, je suis donc à la page 244 sur 367, voilà, il me reste ça à lire, ça c'est le tome de Grégory ici, donc le dernier frère. Et voilà, donc je suis pas à la fin, mais on se doute bien que dans un tome de Bridgerton, tout est bien qui finit bien toujours hein, pour nos personnages. Alors là où j'en suis, et je vous en ai parlé dans le précédent vlog, je viens de terminer un chapitre avec la première scène spicy, voilà, où la petite Hyacinthe a découvert les joies des relations intimes. Et donc voilà pourquoi ma petite réaction de tendue comme un string, parce que ouais. Bon, je sais pas s'il portait des strings à l'époque, mais en tout cas, le sien n'a pas fait long feu. Hein, voilà. Je ne dirai rien de plus. Rien de plus. Je pense que vous pouvez le voir à ma petite tête enjouée et à mes mimiques un petit peu qui bougent dans tous les sens. Mais je suis bien. Je suis vraiment bien dans cette lecture. J'avais besoin de ça en ce moment. J'avais besoin d'une lecture un petit peu douce, une lecture un petit peu
qui va me mettre un peu mon cerveau entre parenthèses, qui ne demande pas beaucoup de réflexion, qui me met un petit peu... Moi, les Bridgerton, c'est ma lecture guilty pleasure, hein. Ça me met toujours dans un... Je sais pas, dans un cocon hyper douillet, hyper chaud, hyper confortable. Et quand je lis un roman de cette saga, je suis toujours... ouais, je suis bien, quoi. Et je passe toujours un bon plaisir, enfin un bon moment de plaisir, même si voilà, c'est convenu, c'est cliché, et alors parfois il y a quand même des trucs qui me font lever un petit peu les yeux au ciel ou exploser de rire, parce que mon Dieu, parfois qu'est-ce qu'il y a des scènes gnangnan et oh là là, et des réactions humaines, franchement parfois t'es là, come on, allez, franchement, oh dites, mais bon. Ça fait passer un bon moment, ça me fait rire, ça me divertit, donc franchement, que demander de plus. Donc voilà pour ma lecture donc papier, et j'ai également une lecture audio, je vous mettrai la couverture juste ici, et donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'Ariana, la légende de l'empereur d'Alexandre Murat. Donc là, on est dans 2 salles, 2 ambiances. On est ici dans un policier, enfin un thriller historique, où en fait on va suivre Alex Méry, qui est professeur d'histoire des civilisations, qui va être appelé par un milliardaire américain pour trouver un trésor. Parce qu'en fait, le milliardaire américain collectionne des aigles en argent, des aigles qui ont appartenu à l'empereur Napoléon. Et apparemment, Napoléon aurait distribué 7 aigles à 7 personnalités importantes pour lui de sa famille, avec des indices qui mèneraient à un trésor. Et donc, Alex est mandaté et employé par ce milliardaire américain pour découvrir voilà, ce trésor et pour essayer de le trouver. Dans sa quête, il va être aidé par une femme qui travaille pour le FBI, qui s'appelle Marie. Qui est du coup... elle travaille au FBI dans la section qui chasse en fait les trafiquants d'art. Voilà, donc elle est un petit peu également dans ce milieu où elle est également dans le milieu de l'art, où elle traque les trafiquants, quoi. Donc elle a des connaissances, et comme là il s'agit de trouver un trésor, que c'est une chasse au trésor, du coup elle va pouvoir mettre ses compétences de professionnelle également au service de ce millionnaire, et donc avec Alex elle va former une équipe pour trouver le trésor. Alors bien évidemment, tout leur chemin n'est pas lisse, plat et hyper agréable, hein. On est un petit peu pire que sur une autoroute belge. Il est un petit peu semé d'embûches, hein, ce chemin, parce que on va avoir également de l'autre côté Hector, ou Horatio, comment il s'appelle encore? Horatio, je pense. Je corrigerai ici, je sais plus. Mais oui, Horatio, je pense, qui est lui un trafiquant d'œuvres d'art, qui est fan de Napoléon et qui veut également mettre la main sur ce trésor. Et donc forcément, entre la team Alex et Marie, ou la team Horatio, il va y avoir bien évidemment un petit peu conflit d'intérêts. Et au premier qui trouve le trésor au mieux, ou à celui qui fait les plus grands coups de PUTE, voilà. À voir, voilà. Le livre fait, j'aurais peut-être dû regarder combien il fait. Il me semble qu'il fait peut-être 6 heures, quelque chose comme ça. Et il me reste, il me semble, un tout petit peu plus de 2 heures d'écoute. Peut-être 2h10, quelque chose comme ça d'écoute. Et franchement, j'aime bien. C'est Sophie, donc ma copine de book club, les épilogues de Sceaux, qui m'avait conseillé d'écouter des livres audio pendant mes sorties run, parce qu'en fait maintenant je fais vraiment des très très longues sorties, et écouter la musique pendant 1h30, 2 heures, franchement moi ça me saoule, et j'avais besoin de quelque chose qui captait mon attention, et donc elle m'a dit teste un livre audio, et elle a eu totalement raison de me conseiller ça, parce que pour moi ça fait totalement le taf. Alors j'ai choisi ce livre, Aranea, parce qu'en fait il n'était pas dans ma palle, c'est pas un livre que j'ai forcément envie de lire en physique, et en plus je m'étais dit voilà, un thriller historique, ça peut être le genre qui va véritablement me mettre dans ma bulle. C'est des récits que j'aime énormément lire. C'est vrai que je n'en lis pas beaucoup, des thrillers ésotériques ou des thrillers historiques, mais c'est un genre de thriller que j'aime tout particulièrement, et je m'étais dit ma foi ça pourrait faire totalement le taf avec ma course, parce que à la fois
ce sera suffisamment prenant pour me faire passer un bon moment, mais ce ne sera pas non plus hyper alambiqué et hyper compliqué pour que je puisse quand même être concentrée sur ma course et que je puisse faire les deux en même temps, quoi. Et le choix d'Aranea a totalement fait le taf parce que voilà, j'arrive totalement à être focus sur l'histoire tout en faisant des bonnes performances de course, donc c'est super. Après, je trouve que ce roman a quelques petits défauts. L'histoire... Enfin, comment dire, le déroulé de tout ce qui est les recherches d'Alex pour le trésor, etc. Il y a tout qui coule un petit peu de source. En fait, à chaque fois qu'ils vont rencontrer un obstacle, cet obstacle va être très vite surmonté, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue humain ou d'un point de vue recherche scientifique. Enfin, franchement, on a l'impression qu'il n'y a aucun problème. Enfin, clairement, j'ai envie de dire, vu la facilité que Alexandre a à trouver, enfin, ou en tout cas à mettre les pièces du puzzle en ordre pour trouver le trésor de Napoléon, j'ai envie de dire, il fallait pas être un prof d'histoire des civilisations pour y arriver, quoi, parce que tout s'enchaîne hyper facilement, il suffit d'un coup de fil quelque part pour trouver le spécialiste qui pourra répondre à une question historique, il suffit ensuite juste de payer 3 milliards de je ne sais pas trop quoi pour trouver le spécialiste qui permettra de pirater quelque chose, ensuite il faut un moyen humain, ok très bien on vous le débloque, il faut un moyen matériel de je sais pas une arme nucléaire avec un tank hyper grand, ah ouais pas de souci. Franchement, j'ai l'impression que dans ce roman, dès qu'on veut quelque chose, on peut l'avoir, il n'y a aucun problème pour avoir les choses. Et donc, ça rend un petit peu l'histoire facile au niveau de son déroulé. Après, bien évidemment, on ne peut pas non plus alambiquer l'histoire plus, parce que sinon ce serait chiant pour le lecteur. Mais là, je trouve que les étoiles sont un petit peu trop alignées et tout se déroule en fait un petit peu trop facilement pour nos protagonistes. Également, au niveau des protagonistes, je trouve qu'ils sont un petit peu clichés. On a d'un côté donc le professeur un petit peu à l'image du professeur Langdon dans Da Vinci Code de Dan Brown, qui est un personnage hyper érudit, qui est bien évidemment le cliché de l'historien qui sait pas se fringuer, qui est un petit peu mal en société, enfin voilà. On a sa collaboratrice Marie qui, elle, c'est une femme qui travaille pour le FBI, donc forcément elle a un physique top. Elle est hyper douée, elle est hyper intelligente, elle est hyper forte, elle sait manier les armes, voilà, elle a toutes les qualités, quoi, la nana. Le méchant est hyper méchant, le milliardaire est super milliardaire. Enfin voilà, tous les personnages entrent dans une case typique de ces personnages. Et quand vous avez l'image d'un cliché d'un trafiquant d'art méchant colombien, voilà, tous les clichés sont cochés par le personnage. Là, le professeur d'histoire, pensez aux clichés dans les romans historiques, ce personnage va cocher tous les clichés. C'est un petit peu... ça fait lever un petit peu les yeux au ciel. Voilà, c'est un peu pénible. Mais je vous avoue que comme c'est un livre que j'écoute en courant, je pense que je suis un petit peu plus indulgente que si je l'avais lu en écrit. Je pense que le fait du coup de courir et d'être focus sur deux choses, sur le livre et sur ma course quand j'écoute le livre, fait que ça me divertit, ça fait le taf, ça me fait passer mes longues heures de course et donc du coup j'aime bien en fait. Ça m'empêche pas de temps en temps de lever les yeux au ciel. Là, j'ai été courir, c'était quand la dernière fois? C'était dimanche. Donc j'ai écouté pendant ma longue course le livre. Le dernier chapitre s'est terminé sur quelque chose. Non, sur les deux derniers chapitres se sont terminés sur des éléments. Franchement, j'étais là en train de courir, j'ai levé les yeux au ciel, quoi. J'étais là, je suis putain, encore un cliché. Bref, bon, c'est pas grave, parce que je trouve que l'histoire est quand même haletante, elle est quand même intéressante. Elle est quand même, je trouve, comme bien construite. Il y a une bonne gestion du suspense, il y a une bonne gestion du déroulé de l'histoire. Et alors, les parties historiques qui y sont intégrées sont véritablement bien dosées. Je pense que l'auteur a vraiment fait un très très bon travail de recherche parce que les faits historiques sont très très justes. C'est très bien distillé dans l'intrigue, donc c'est hyper intéressant. Donc, il y a quand même du bon travail, il y a quand même du très positif dans ce livre-là. Moi, je passe quand même un très très bon moment, mais malheureusement, voilà, il y a quand même un côté un petit peu cliché sur plein de domaines. Mais écoutez, pour un livre que j'écoute en audio et en courant en plus, ça fait le taf, ça me divertit et je passe des bons moments running. Qui l'eût cru? Voilà, donc voilà en tout cas pour les deux livres que je suis en train de lire et écouter. Et écoutez, haha, mais cette fois-ci, vous.
C'est là-dessus que je vais clôturer le premier rush de cette semaine et donc je vous dis à plus tard. On est jeudi et je viens vous faire un rapide update lecture parce que je viens de terminer à l'instant, enfin il y a une bonne dizaine de minutes, le 7e tome des Bridgerton, donc le tome dédié à Hyacinthe qui est la dernière sœur de la fratrie Bridgerton. Et c'était trop bien, hein, franchement, vous le savez, ce genre de roman c'est un petit peu mon guilty pleasure. Alors je reste totalement sur ce que j'ai dit précédemment. Oui, c'est convenu, oui, c'est cliché, oui, c'est gnangnan, oui, il y a des scènes spicy. Voilà, on se demande parfois, mais enfin, pourquoi rajouter? Quel est l'intérêt de rajouter ces scènes-là dans un roman? Et pourtant, il y a quand même une partie de nous qui ne peut pas s'empêcher d'avoir hâte d'y arriver, d'avoir hâte d'arriver à la prochaine scène spicy, parce que c'est ultra cliché, hein, voilà, tout se passe toujours super bien. On arrive très très vite à la jouissance, tout ça, et bon, on sait très bien que dans la réalité, on est loin du compte. Mais bon, bref, c'est de la fiction, c'est là pour nous faire passer un bon moment, c'est là pour nous divertir, c'est là pour nous faire rire. Je suppose, en tout cas, moi je ris beaucoup quand je lis les romans des Bridgerton, et notamment les scènes spicy. Franchement, je peux pas m'empêcher de rigoler un petit peu comme ça dans mon coin. Je trouve ça toujours extrêmement niais, quoi. Et voilà, et donc ça me fait rire. Et finalement, voilà, ça a atteint son but. Ça m'a fait passer un excellent moment. J'ai bien aimé découvrir un petit peu plus Hyacinthe, voir son histoire d'amour avec Gareth. J'ai trouvé ça mignon comme tout. Et voilà, ça a fait le taf. Je pense que ma tête de neuneu ravi, pas nono, neuneu, de Bénet ravi, montre à quel point, voilà, c'était une lecture totalement divertissante et agréable. J'ai passé un bon moment. Alors ici, contrairement au tome, aux 3 doubles intégrales précédents, on a ici un deuxième épilogue. Et en fait, l'autrice nous explique dans une espèce de note de l'autrice, elle nous dit ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui arrivait à vos héros préférés après que vous avez tourné la dernière page? N'avez-vous pas envie de quelques miettes supplémentaires d'un roman que vous avez adoré? Elle, si, apparemment elle n'est pas la seule, vu les critiques, enfin les demandes plutôt des différents fans, et donc elle a décidé d'écrire un second épilogue pour chaque roman. Et donc ces seconds épilogues, c'est un petit peu l'histoire après l'histoire, donc le après dans le futur de ce qui est arrivé, donc à Daphné et le Duc, à Anthony et Kate, à Colin, Pénélope, à Anthony et Sophie. Enfin voilà, donc pour savoir en fait qu'est-ce qui arrive à nos personnages bien des années après avoir refermé le roman. Et donc elle nous dit qu'au début, les seconds épilogues n'étaient disponibles que sur Internet, puis ils ont été édités ainsi qu'une nouvelle consacrée à Violette Bridgerton dans un recueil intitulé Les Bridgerton 9 des années plus tard. Donc c'est le tome qui suit celui-ci. Il est orange, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne l'ai pas d'ailleurs dans ma palle, donc je pense que je vais me le procurer à une prochaine sortie en librairie, peut-être, potentiellement, on verra. C'était une aide, comme j'aime à le dire, mais bon, spoiler alerte, oui, je l'achèterai, incessamment sous peu, comme bien souvent, parce que je ne peux pas attendre, parce que je suis une petite impatiente de la vie. Bref, revenons à Les Bridgerton 9 des années plus tard sur papier.
Voilà, elle dit également désormais, et c'est une nouveauté, chaque second épilogue sera ajouté au roman qu'il conclut. J'espère que vous apprécierez la suite des aventures de Gareth et Hyacinthe. Chaleureusement, Julia Quinn. Et donc, ce roman a effectivement on va dire quoi, une vingtaine de pages d'un second épilogue. Et du coup, c'est assez chouette parce qu'il y avait quand même une certaine frustration en fermant ce roman à propos d'une thématique qui dure pendant tout le roman. Donc, je vous avais expliqué que ce roman changeait un petit peu des autres parce qu'il y avait une espèce de petite enquête que Hyacinthe et Gareth mènent autour de bijoux cachés. Et là, en fait, c'est vrai qu'arrivé à la fin, il y avait quand même un petit sentiment de trop peu au sujet de cette quête. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai Yumi qui est juste là sur la petite fenêtre, il est un petit peu chelou, j'ai peur qu'il saute sur le lit, et vous savez que quand Yumi saute sur mon lit, c'est pour y déposer un petit cadeau qui n'est pas du tout plaisant, hein. Ouais, non, ça va, il se lèche, et je pense qu'il est plus attiré par les mouches qu'il y a dehors. Ouais, écoutez, je vais terminer ce rush tant qu'il est distrait par les mouches à l'extérieur de la maison. Et puis ensuite, j'irai enlever le petit chapardeur de la petite fenêtre, le sortir de la chambre parce que, bon, hein, on n'a pas envie d'accident, pas aujourd'hui en tout cas. Donc, revenons à nos Bridgerton. À la fin du roman, j'avais quand même un petit sentiment en un sens de trop peu par rapport à cette thématique. Et c'est vrai que je me suis dit, bof... En somme, bon, ouais, les Bridgerton, c'est pas non plus réputé pour être des histoires finies à 100%, où voilà, on reçoit toutes les clés de réponse. C'est souvent, voilà, à la fin, il y a quand même toujours ce sentiment de, voilà, on achève une histoire comme ça, alors oui, tout est bien qui finit bien, mais il y a toujours un petit peu ce sentiment de trop peu. Et là, c'était un petit peu plus manifeste parce que c'est quand même un élément que j'ai trouvé hyper original qui a été ajouté à cette histoire. Et j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie de voir en fait la fin de cette quête des bijoux. Et arrivé à la fin du roman... Ouais, voilà, c'était un petit peu en demi-teinte, j'étais un peu, dommage, il y a un petit truc qui me manque. Et donc, heureusement qu'il y a eu ce deuxième épilogue parce que, alors, je vais pas dire qu'il répond à toutes les questions de manière hyper satisfaisante, mais en tout cas, ça apporte quand même une touche supplémentaire de satisfaction. Ça comble un petit peu mon désarroi, un petit peu mon manque de trop peu. Voilà, on va dire qu'il est comblé à, allez, peut-être 60%. J'aurais bien aimé en savoir plus et que ça se déroule également autrement. Mais bon, ça, après, ce n'est que mon avis personnel de lectrice. Bien évidemment, voilà, c'est l'histoire de Julia Quinn et je ne vais pas refaire le monde. Mais heureusement qu'il y a eu ce deuxième épilogue et je trouve que pourquoi pas, c'est une bonne manière de faire. C'est une autre manière de conclure les tomes. Ça donne un petit peu plus d'informations sur le après des différents couples. On se doute qu'ils vont tous rester ensemble après plus de 20 ans de mariage, voilà, c'est des histoires d'amour un petit peu cucugnognon et clichés, donc pas de divorce ici et pas de mariage malheureux. Mais voilà, c'est quand même cool de les retrouver sur une note toujours positive, de voir en fait que les personnages ont à la fois évolué mais à la fois pas du tout, parce qu'en fait je trouve qu'ils gardent, enfin en tout cas ici dans le second épilogue de Gareth et Hyacinthe, ils gardent en fait leur caractère que l'on a connu tout du long du tome, mais en même temps ça fait du bien de retrouver les personnages tels qu'on les a quittés. Bon, en l'occurrence là, Hyacinthe et Gareth, je les ai pas quittés depuis longtemps, pas comme Daphné et le Duc ou Anthony et Kate, etc. Donc il n'y avait pas ce sentiment de je retrouve, enfin, comment dire, comme il n'y avait pas un long laps de temps, il n'y avait pas ce sentiment de justement je retrouve les personnages tels que je les avais en souvenir, vu que c'était dans la continuité du tome que je l'avais lu. Donc c'est clair que le décalage fait qu'on se dit bon les personnages ont vieilli mais ils n'ont pas réellement évolué. Mais bon bref, c'est pas grave, ça fait quand même plaisir de les retrouver tels quels. Mais je pense que quand je lirai les histoires donc des 6 précédents opus bien après leur lecture, je pense que je serais vachement contente de retrouver les personnages un petit peu là où je les avais laissés d'un point de vue caractère, d'un point de vue attitude, parce que du coup ça donne l'impression que on les a véritablement quittés hier et qu'on n'a pas raté un long épisode de leur vie, qu'ils ont juste évolué, ils sont restés fidèles à eux-mêmes, et nous en tant que lecteurs, ça nous satisfait totalement en se disant on n'a rien raté, et heureusement, Dieu merci, on n'a raté aucun événement important dans l'histoire des Bridgerton. Donc, écoutez, voilà pour mon avis final sur le tome de Hyacinthe, le 7e tome des Bridgerton. Un roman agréable. Moi, vous savez, j'aime bien ces histoires qui se passent. Alors là, on n'est plus vraiment sous la Régence,
parce que Hyacinthe a une vingtaine d'années. Attendez, je vais regarder. Ça va, Joujou? Tu viendras dire bonjour à la caméra après. Il me regarde, choc-barre. Oh, petit père. Oui, Hyacinthe est née en 1803. Elle a 22 ans au moment de l'histoire, donc ça veut dire 1825. Ouais, on n'est plus vraiment à la période de la Régence en Angleterre, parce que si je ne dis pas de bêtises, ça termine, c'est de 1811 à 1820, il me semble, la période de la Régence en Angleterre. Je le corrigerai ici si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Donc là, on n'est plus vraiment historiquement parlant dans l'époque de la Régence, mais d'un point de vue inspiration, d'un point de vue atmosphère, d'un point de vue société, ça ne change pas du jour au lendemain non plus, et donc on peut dire que ça a des airs quand même de roman sous la Régence. Et moi, c'est le genre de roman que c'est mes petits guilty pleasures, et j'aime bien de temps en temps m'y plonger et rêvasser et me divertir en rigolant à gorge déployée, vu les aventures de nos personnages dans ce genre de roman. Ben voilà, du coup, voilà, j'en ai terminé avec ce livre-là, je ne vais rien rajouter de plus. Aujourd'hui, c'était un jour spécial pour moi. Je suis trop contente. En fait, hier j'ai reçu une lettre avec une très très bonne nouvelle. Je suis hyper contente, et aujourd'hui j'ai un petit peu concrétisé cette bonne nouvelle. Alors je ne vais pas encore vous l'annoncer dans ce rush, je pense que je vous l'annoncerai dans le rush prochain, parce que j'aimerais bien faire un petit point culture autour de cette thématique. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a été demandé sur Instagram par plusieurs personnes, donc je vais du coup répondre à cette demande en espérant que ça va vous plaire. Mais avant de faire le point de culture, il faut que je me remette un petit peu les idées en place, il faut que j'écrive un petit peu comment j'aimerais bien vous exposer ce point culture, parce que là, avec les émotions, je vais sans doute parler de manière hyper décousue, je vais partir dans des détails qui sont peut-être pas intéressants pour vous, qui sont sûrement pas intéressants pour vous, donc il faut que je redescende un petit peu sur terre, que l'euphorie passe un petit peu, ou en tout cas que je prenne le temps de me poser un petit peu, de réfléchir à tête reposée comment vous présenter ce point culture. Et donc stay tuned, comme j'aime à le dire. De toute manière, vous n'allez pas avoir longtemps à attendre, parce que je le ferai dans ce vlog-ci, hein, donc ce sera dans les rushs suivants. Donc écoutez, je vous dis à plus tard alors avec cette grande nouvelle. Et alors Yumi, t'es punie? Qu'est-ce que tu fais dans le coin comme ça? On dirait que t'as fait une bêtise et que je t'ai puni. Bah alors mon petit cœur, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais, petit joujou? Mon, t'es beau. Tu dis bonjour à la communauté? Salut la commu de maman, j'ai pas envie de vous voir. Cassez-vous, c'est mon activité. Oh, t'es beau. Oui. Suite de ce vlog, et comme je vous l'avais annoncé dans le précédent rush, j'ai une grande nouvelle. J'ai reçu une super nouvelle cette semaine que j'avais envie de partager avec vous, et j'avais envie également de vous faire un petit point culture sur cette grande nouvelle. Alors je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais vous avez devant vous
une nouvelle citoyenne luxembourgeoise. Je suis maintenant officiellement luxembourgeoise et je suis trop contente. Donc j'avais demandé ma nationalité en décembre. Ça a pris un certain temps pour que ce soit validé par le ministère de la Justice et j'ai reçu donc la grande nouvelle, la bonne nouvelle, mercredi dans ma boîte aux lettres pour mon plus grand plaisir. Donc voilà, je suis officiellement luxembourgeoise. Trop bien, je suis vraiment trop contente. C'est vraiment chouette comme ça d'acquérir une nationalité. C'est vrai que c'est pas la chose qu'on fait tous les jours. C'est même assez rare en fait. Bon, au Luxembourg, il y a quand même voilà, pas mal de citoyens qui obtiennent la nationalité luxembourgeoise, mais c'est vrai que dans les autres pays, que ce soit en France ou en Belgique, c'est pas quelque chose que l'on croise couramment. Et donc voilà, donc j'ai maintenant une nouvelle nationalité. Je reste belge, hein, bien évidemment. Je suis fière de mes origines et fidèle à mon pays de naissance. Mais j'ai maintenant, voilà, mon pays d'adoption qui est le Luxembourg. Et donc je suis maintenant belgo-luxembourgeoise. Trop bien, je suis vraiment contente. Alors j'avais partagé la nouvelle sur Instagram. Vous avez été nombreux à m'écrire des petits messages de félicitations, donc je vous en remercie, c'est vraiment très gentil. Et plusieurs d'entre vous m'ont demandé si j'allais aborder cette question en vlog, parce qu'ils aimeraient bien avoir un petit point culture à ce sujet. Et il y a notamment 3 questions qui sont revenues. Donc la première, c'est pourquoi est-ce que j'ai demandé la nationalité luxembourgeoise. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça m'apporte de devenir luxembourgeoise. Et enfin, comment est-ce qu'on acquiert cette nationalité. Et donc je me suis dit, bah voilà, comme j'avais eu plusieurs fois la demande sur Instagram, je me suis dit qu'également ici sur YouTube, ça pouvait vous intéresser. Et j'ai donc décidé de faire un petit point culture à ce sujet. Alors, pour répondre à la première question, de 1, pourquoi est-ce que j'ai demandé la nationalité luxembourgeoise? Eh bien tout simplement parce que j'habite au Luxembourg, hein, comme vous le savez. Mon mari est luxembourgeois, sa famille, une grande partie de sa famille vit ici au Luxembourg. Mon mari donc a vécu toute sa vie ici, il a tous ses amis. Nous travaillons maintenant ici au Luxembourg tous les deux depuis que je l'ai rejoint après mes études et nous avons également acheté un appartement, nous avons envie d'acheter une maison plus tard, etc. Et donc, vu le contexte de ma vie et de mon couple, eh bien, je ne pense pas que c'est un pays que je vais quitter. Je ne suis pas venue au Luxembourg pour, par exemple, le travail en me disant oui, j'y reste 5 ans et puis je pars ailleurs, en France, en Belgique, etc. Non, je me suis installée, je pense, de manière durable au Luxembourg. Donc voilà, suite à tout ce contexte. Et donc, je me suis dit, maintenant que j'habite dans ce pays et que tout en fait est aligné pour que j'y reste, moi j'avais envie en fait d'être une citoyenne à part entière et surtout d'avoir le droit de vote. C'était ma motivation première parce que d'habiter dans un pays à long terme, peut-être même toute ma vie, hein, et de ne pas avoir le droit de vote, ça c'était quelque chose qui pour moi était totalement inconcevable. J'avais envie en fait d'avoir mon mot à dire, j'avais envie en tant que d'être citoyenne et de pouvoir voter comme tout le monde, de ne pas me laisser faire en fait, de ne pas laisser les autres personnes décider pour moi. Alors je sais très bien, on va me dire oui mais c'est pas une voix qui change. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec cette réflexion, mais pour moi c'est important de pouvoir exprimer ma voix et de pouvoir en fait dire voilà, j'ai envie de voter pour tel parti, j'ai envie de voter pour telle personne, ou tout simplement si la sphère politique ne me plaît pas lors des élections, de pouvoir voter blanc ou ne pas voter, voilà, pour montrer mon mécontentement par rapport aux propositions qui nous sont faites. Donc voilà, donc ça c'était ma motivation principale. J'avais envie d'être une citoyenne à part entière et d'avoir le droit de vote. Ensuite, il y a quand même un deuxième élément qui a motivé mon choix d'acquérir la nationalité luxembourgeoise, c'est que pour le travail, la majorité des postes en fait sont ouverts aux citoyens européens, donc il suffit juste d'avoir une nationalité européenne pour postuler à la grande majorité des postes qui sont ouverts, mais parfois certains postes à responsabilité, des postes un petit peu plus élevés, ou alors des postes dans des ministères particuliers ou des sections, comment on dit ça, des départements, voilà, un petit peu particulier, demander d'avoir la nationalité luxembourgeoise pour pouvoir postuler. Et donc, j'avais pas envie, dans un avenir voilà, un peu proche ou lointain, si j'ai envie de faire évoluer ma carrière, je n'avais pas envie que ma nationalité me mette un frein de ne pas pouvoir postuler à un poste qui potentiellement pourrait me plaire parce que je n'avais pas la nationalité. Et également, il faut le dire, ici au Luxembourg, le fait d'avoir la nationalité luxembourgeoise, même pour des postes qui sont ouverts aux citoyens européens, c'est quand même un avantage. Je sais de sources sûres que parfois,
le fait d'avoir la nationalité, ça aide soit d'être appelé à un entretien ou ça aide tout simplement à avoir le poste. C'est parfois un petit détail assez anodin comme ça, mais si ça peut me faire gagner des chances d'avoir un boulot qui me plaît ou d'avoir une place une évolution de carrière qui me donne, me donne envie et me plairait et dans lequel je pourrais m'épanouir plus tard, eh bien j'ai envie en fait de mettre toutes les chances de mon côté. Et donc voilà pourquoi j'ai demandé la nationalité luxembourgeoise. Ensuite, deuxième question, donc c'est qu'est-ce que ça m'apporte de devenir luxembourgeoise? Eh bien, j'en ai déjà parlé, ça m'apporte le droit de vote, notamment aux élections législatives, parce qu'il y a un petit détail que je vous ai pas parlé juste avant, c'est qu'en fait, en tant que citoyenne européenne, j'ai déjà le droit de vote au niveau des élections européennes ici au Luxembourg, donc il a fallu que je me résilie des listes électorales belges pour m'inscrire sur les listes électorales luxembourgeoises pour voter pour les européennes. Ça, c'est quelque chose qui est totalement faisable pour les non-luxembourgeois. Et j'avais également le droit de vote communal. Donc depuis 2022, il y a une loi qui a été votée qui autorise les non-luxembourgeois qui résident au Luxembourg, qui ont leur domicile au Luxembourg, de voter pour les élections communales. La seule condition, c'est de s'inscrire sur les listes électorales je ne sais plus combien de jours avant le jour de l'élection, mais voilà, c'est en fait le fait de résider ici au Luxembourg, d'avoir notre domicile au Luxembourg en tant que citoyen non luxembourgeois, étranger, même non européen, nous donne le droit en fait de voter pour les élections communales. Donc j'avais déjà 2 droits de vote sur 3, mais maintenant la nationalité luxembourgeoise me permet de voter partout pour les communales, les européennes et également les élections législatives. Alors bien évidemment, l'acquisition de cette nouvelle nationalité ne me libère pas de mes droits de citoyenne belge. Donc le fait d'acquérir la nationalité luxembourgeoise, j'avais pas dû renier ma nationalité belge parce que les 2 pays autorisent la double nationalité. Et donc en étant devenue luxembourgeoise, je suis toujours belge et donc je suis toujours tenue par l'obligation de vote parce qu'en Belgique, le droit de vote est obligatoire, au Luxembourg aussi d'ailleurs. Et donc maintenant que ce soit... Alors en Belgique, je ne vote plus pour les communales, je vote plus pour les européennes non plus parce que je suis inscrite sur les listes luxembourgeoises, mais par contre, je suis toujours tenue de voter pour les élections législatives et régionales, il me semble. Enfin, il y a plusieurs, on a plusieurs types d'élections en Belgique et je suis juste, je ne dois plus voter pour les communales et les européennes, mais en revanche, pour les autres élections, je suis toujours tenue, je suis toujours obligée d'aller voter. Voilà. Et enfin, la troisième et dernière question qui est comment est-ce qu'on acquiert la nationalité luxembourgeoise? Alors il y a 3 moyens d'acquérir cette nationalité. Il y a tout d'abord par naturalisation, donc ça c'est la manière que moi j'ai choisi, donc du coup je vous en parlerai juste après. Il y a ensuite par recouvrement, donc par recouvrement c'est si jamais vous avez perdu pour une raison quelconque votre nationalité luxembourgeoise ou si jamais l'un de vos ancêtres était luxembourgeois et que vous souhaitez également recevoir la nationalité. Et enfin il y a également par option. Donc par option il y en a 10 en tout, il y a 10 options pour acquérir la nationalité. Je ne vais pas toutes les détailler ici parce que la vidéo serait trop longue et puis c'est pas nécessairement très intéressant. Par contre, dans ces options, il y a 2 options que moi j'aurais pu choisir. Il y a l'option de 1 par le mariage et l'option d'avoir attendu 20 ans de résidence ici au Luxembourg. Donc pour résumer, pour moi personnellement, acquérir la nationalité luxembourgeoise, j'avais 3 choix par naturalisation, soit par option grâce à mon mariage avec mon mari qui est luxembourgeois ou attendre 20 ans de résidence ici au Luxembourg. Donc, vu mes motivations que je vous ai expliquées juste avant, vous vous doutez bien que la 3e option, j'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie d'attendre 20 ans. Moi, j'avais envie d'avoir le droit de vote. 20 ans, c'est quand même 4 élections qui passent, 4 élections législatives sans avoir le droit de vote. Et pour moi, c'était hors de question, quoi. J'avais véritablement envie d'être le plus vite possible une citoyenne luxembourgeoise, d'avoir le droit de vote. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pas attendu les 20 ans. Cela dit, cette option, c'est un peu la moins paradoxalement chronophage parce que oui, il faut attendre 20 ans pour recevoir la nationalité, mais il y a moins de choses à faire pour pouvoir faire valider son dossier par le ministère de la Justice parce que la seule condition, donc bien évidemment, il faut habiter depuis 20 ans au Luxembourg, mais la seule chose que nous, on doit faire en plus en tant que citoyen, c'est de prouver 24 heures de présence à un cours de langue luxembourgeois. Voilà, c'est juste ça. Donc on suit 24 heures de cours de langue, on envoie le document qui l'atteste
donc dans notre dossier au ministère de la Justice, et c'est tout. Voilà, donc c'était une option moins chronophage que ce que moi j'ai fait. Ensuite, il y avait donc l'option numéro 2, grâce à un mariage avec une personne luxembourgeoise. Alors moi, quand je me suis mariée avec mon mari, ça faisait 4 ans que j'étais au Luxembourg. Et quand je m'étais renseignée sur la procédure à suivre, j'avais remarqué que, vu que la procédure est quand même relativement longue, je n'aurais pas la nationalité avant les prochaines élections. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas grave, on peut déjà faire la démarche, mais je n'aurai pas la nationalité, je ne pourrai pas encore voter cette année. Et puis aussi, ça demandait des papiers supplémentaires, vu que du coup, comme mon mari est impliqué dans la demande de nationalité, je devais fournir plein de documents de sa part. Il devait remplir des questionnaires, enfin bref, il y avait, je pense, moi j'ai dû, par naturalisation, j'ai dû donner, je pense, une dizaine de papiers. Une dizaine de certificats, papiers, extraits de naissance, machin bidule chouette. Avec mon mari, je pense qu'il y avait 3, 4, voire 5 documents supplémentaires à ajouter. Et franchement, un peu la flemme, voilà, je dois vous le dire. Et puis, comme il faut également suivre les mêmes conditions que par la naturalisation, donc c'est-à-dire qu'il faut faire un examen et suivre des cours, j'avais déjà beaucoup à faire dans l'année 2023-2024. J'avais notamment des cours et des examens à faire pour ma fonctionnalisation, parce que je suis fonctionnaire communale, donc j'ai dû faire également des examens pour cela. Et en fait, ça tombait en même temps que tous mes cours et mes examens pour devenir fonctionnaire. Et j'avais la flemme. Voilà, je me suis dit, écoute, une chose à la fois, de toute manière, je ne pourrai pas voter aux prochaines élections, donc ça ne change rien d'attendre 1 an supplémentaire pour voter. Parce qu'en fait, une fois qu'on est marié à un luxembourgeois, on ne doit pas attendre la première condition qui est imposée pour la naturalisation, c'est-à-dire attendre 5 ans. Donc quand on veut être naturalisé luxembourgeois par l'option numéro 1, donc je vous avais dit naturalisation, recouvrement ou option, si on choisit la naturalisation, la condition numéro 1 pour recevoir la nationalité, c'était d'habiter 5 ans au Luxembourg, donc d'avoir sa résidence permanente pendant 5 ans. Donc mon mariage étant arrivé après 4 ans, voilà, j'avais juste à attendre 1 an en plus. Et également, je dois bien avouer, c'est pour mon petit ego personnel, parce qu'ainsi, j'ai eu ma nationalité luxembourgeoise par moi-même, toute seule, sans l'aide de mon mari, et donc je ne dois pas... je dois pas lui dire merci, quoi. Donc voilà, donc c'était aussi un petit peu une question de fierté qui jouait là-dedans. Voilà, parlons maintenant donc du choix que j'ai fait, donc de passer ma nationalité par naturalisation. Donc je vous ai déjà parlé de la première condition, c'était d'habiter pendant 5 ans au Luxembourg, donc d'avoir sa résidence permanente pendant 5 ans. La deuxième condition, c'était d'avoir réussi le Sprorentest. Donc le Sprorentest, c'est un test de langue luxembourgeoise, parce que pour avoir la nationalité, il faut qu'on prouve qu'on puisse se débrouiller dans la langue du pays. Donc pour rappel, le Luxembourg a 3 langue nationale, le luxembourgeois, le français et l'allemand. Par exemple, pour ma fonctionnalisation, donc pour mon travail, j'ai dû prouver que je savais maîtriser les 3 langues, mais pour la nationalité, il faut juste prouver que l'on sait parler luxembourgeois. Alors, le Sprorentest, il faut le faire à l'Institut national des langues, donc qui est un institut validé par l'État. On s'inscrit, ça dure une demi-journée et on passe 2 tests. Le premier, c'est un test donc de compréhension orale. Donc on va avoir comme ça 3 audios à écouter. On va devoir répondre à des questions. Et le niveau pour réussir ce test, c'est le niveau B1. Donc je ne sais pas trop si vous êtes familiarisés dans les différents échelons de langue, mais en fait le niveau débutant, donc quand on commence une langue, on est à 1. Ensuite, quand on augmente les échelons, on est à 2. Et puis on est B1, B2 et C1. Et C1, c'est l'équivalent comme si on était, alors pas natif, mais on parle très très bien comme si on était natif, quoi. Alors bien évidemment, on fait des erreurs, mais c'est quand même le high level, quoi, C1. Donc en fait, B1, c'est le niveau, on va dire, intermédiaire, bas. Voilà, c'est encore relativement compréhensible pour, voilà, il n'y a pas besoin de comprendre tout le monde, voilà, de faire des réunions en luxembourgeois, etc. pour comprendre le niveau B1, mais c'est d'avoir des bases, mais un petit peu plus poussées que le A2. Voilà. Donc, une fois qu'on a passé ce test de compréhension orale, on passe maintenant un test d'expression orale. Et là, le test d'expression orale demande d'avoir un niveau A2. Donc, je vous ai parlé des différents échelons. Pour la compréhension orale, c'était B1. Et pour l'expression orale, c'est le niveau qui est juste en dessous. Donc, c'est dans le niveau, on va dire, débutant, mais pas débutant de 0. Débutant plus, voilà.
Donc on est dans un niveau juste en dessous au niveau de la langue. Et là, comment ça se passe? Bien, on est reçu dans une pièce par 2 personnes. Une personne en face de nous et une personne qui va prendre des notes sur ordinateur. On est enregistré, donc il y a un petit appareil d'enregistrement sur le bureau. Et ça se passe en 2 étapes. La première étape, on a 2 thématiques sur papier, donc les loisirs, les vacances, la politique, la famille, etc. On doit choisir une de ces 2 thématiques. Moi, j'avais le choix entre vacances ou politique. J'ai choisi les vacances, vous vous doutez bien. Et là-dessus, la personne en face de nous va nous poser plusieurs questions et il va falloir répondre à ces questions et un petit peu argumenter. Donc moi, j'avais par exemple reçu la question tiens, où est-ce que tu préfères partir en vacances? Combien de fois tu pars en vacances dans l'année? Combien de jours tu pars en vacances dans l'année? Préfères-tu partir à l'étranger ou rester à la maison? Et quand tu pars en vacances, est-ce que tu vas dans un hôtel, dans un camping, dans une auberge de jeunesse, en Airbnb, etc. Et pourquoi? Et donc voilà, là-dessus, en fait, c'est le but, c'est de nous faire parler. Hein, voilà, donc moi, comme je suis déjà une pipelette en français, en luxembourgeois, je suis un petit peu moins pipelette, mais quand même. Donc du coup, j'ai énormément parlé sur ce sujet, etc. Et on doit parler pendant plus ou moins 5 minutes sur cette thématique. Puis vient ensuite la deuxième partie du test oral, donc d'expression orale, qui est, on a 3 images devant nous. Donc 3 photos, on doit en choisir une et on doit la décrire. Donc dans mon cas, j'avais choisi une vue du Tower Bridge de Londres et en fait il faut dire ah bah tiens, voilà là il y a un pont, je pense que c'est à Londres parce que c'est le Tower Bridge, le ciel est bleu, il y a des parapluies, enfin voilà. Donc moi l'image c'était le ciel était bleu mais on voyait des gens en tenue d'été, en short et t-shirt mais avec des parapluies. Et donc du coup j'ai un peu plaisanté, je fais on remarque en fait on est en Angleterre, on remarque ça parce que déjà il y a le Tower Bridge, mais en plus les gens ils sont en tenue d'été et un parapluie et c'est bien connu en Angleterre, il pleut beaucoup, je suppose que nous sommes en été parce que les arbres sont verts, vu les tenues des personnes. Ah tiens, en parlant des tenues de personnes, la femme qui est située au milieu, elle porte un short bleu, un t-shirt rouge, des sandales vertes, enfin voilà. Vraiment c'est... En fait, le but de ce test est de vous faire parler au maximum pour montrer que vous avez le niveau et que donc vous pouvez quand même vous débrouiller quoi avec la langue luxembourgeoise. Une fois que ce test est terminé, vous pouvez rentrer chez vous ou retourner au travail et puis je pense la semaine d'après, vous recevez vos résultats par la poste et il faut avoir un minimum de 50% dans les 2 branches. Enfin, non, pas dans les 2 branches, un minimum de 50% au total pour réussir. Et donc, si par exemple, vous avez un peu raté votre expression orale, vous pouvez vous rattraper grâce à la compréhension orale. En fait, il faut que la moyenne des 2 soit supérieure ou égale à 50% pour pouvoir réussir le Sprachentest. Ensuite, la 3e condition qu'il fallait remplir pour demander donc la nationalité, c'était d'avoir participé à 24 heures de cours de vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, ce sont des cours qui sont organisés, il y a 3 matières. Alors, je vais prendre mes petites notes pour vous parler des matières parce que je ne retiens pas comme ça. Donc, en fait, on doit s'inscrire à 3 cours différents. En tout, c'est 24 heures de cours et on a le droit de choisir, donc en fait, il y a vraiment un panel de cours, vous pouvez choisir de faire ça soit en journée, soit le soir, soit le week-end. Donc moi, j'avais choisi de faire ça le soir après le travail, donc j'avais cours pendant 4 semaines, 3 soirs par semaine, lundi, mardi et mercredi, de 19h à 21h, donc cours sur différentes thématiques. Et alors, il y avait droits fondamentaux des citoyens, institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg et histoire du Luxembourg et intégration européenne. Voilà, donc c'est en fait le but de ces cours, c'est de permettre en fait aux non-luxembourgeois d'avoir un aperçu en fait de ce qu'est vivre au Luxembourg, donc d'avoir un aperçu historique, d'avoir un aperçu un petit peu plus politique, fonctionnel, etc. Et également de voir en fait quels sont nos droits en fait en tant que citoyens maintenant luxembourgeois, quels sont les droits fondamentaux des citoyens pour que l'on soit tenu au courant de toutes les informations nécessaires et importantes / intéressantes pour pouvoir vivre ici au Luxembourg. Donc là pareil, en fait il suffit juste d'arriver au cours. Alors les cours sont quand même... C'est assez compliqué de s'inscrire parce qu'il faut absolument avoir à chaque fois le même prof et donc en fonction des horaires on s'inscrit sur un site, c'est parfois un petit peu voilà, pour l'organisation il faut faire preuve un petit peu de Tetris / Sudoku, il faut être vraiment pas mal
comment on dit, en jeu cérébral, parce que pour se faire un horaire qui convient à celui que l'on souhaite, pour avoir le même prof, pour ne pas avoir de conflit horaire, etc., faut parfois faire un petit peu de gymnastique cérébrale, mais bon, c'est tout à fait faisable, je vous le rassure, vu que voilà, je l'ai fait. Et ils sont également assez stricts au niveau de la présence, donc en fait, ces cours, il n'y a pas besoin de faire d'examen à la fin, il suffit juste d'être présent et c'est tout. Donc c'est 24 heures en fait voilà, de présence, il faut être là, si vous n'avez pas envie d'écouter, si vous avez envie d'être sur votre téléphone, si vous avez envie de faire autre chose, voilà, il n'y a pas vraiment de regard, ils sont pas vraiment regardants si vous prenez des notes, si vous posez des questions, etc. Il y en avait clairement qui se mettaient à chaque fois à la fin au fond de la salle et qui limite étaient en train de dormir ou qui jouaient toute la journée sur leur téléphone. Voilà, ils sont pas très regardants à ce point de vue-là. En revanche, ils sont relativement stricts par rapport à la présence, à l'heure de présence, etc. parce qu'ils vous laissent bien évidemment le quart d'heure académique pour arriver. Mais si vous arrivez avec plus de 10 voire 15 minutes de retard, vous n'êtes pas accepté dans la salle de cours. Pareil, vous ne pouvez pas partir plus tôt que l'horaire convenu, donc vous ne pouvez pas partir avant 21h, sauf si le prof, bien évidemment, vous libère, voilà. Mais voilà, ils sont quand même assez stricts parce qu'en fait, à la fin du cours, vous devez signer une liste de présence et une fois que votre liste de présence est complète, vous pouvez avoir l'attestation de présence de cours que vous devez joindre à votre dossier pour demander la nationalité. Alors, ces cours, si vous n'avez pas envie de les faire ou si vous avez des connaissances suffisantes en histoire du Luxembourg, en droit fondamental des citoyens et le troisième, j'ai oublié, institution étatique et communale, vous pouvez skipper les cours, mais vous devez quand même avoir une attestation et donc vous devez à ce moment-là passer un examen. Donc l'examen, c'est un QCM, je ne sais pas combien de questions il y a en tout. C'est des questions à choix multiples ou alors des questions où on répond vrai, faux, oui, non. Voilà, des questions binaires. Et vous devez avoir également plus de 50% à cet examen pour pouvoir avoir l'attestation de réussite. Et donc, si vous avez l'attestation de réussite de cet examen, vous ne devez pas suivre les cours. Voilà, donc encore une fois, vous avez le choix. Soit de vous passer un examen, soit de vous suivez les cours. Et moi, dans ce cas-là, j'ai préféré suivre les cours que de faire l'examen parce que comme je venais de me taper 1 an de cours et d'examen pour ma fonctionnalisation, franchement j'en ai eu assez, je me suis dit je préfère assister aux cours et même si la matière était déjà connue pour ma part, je me suis dit que c'était pas mal d'avoir une répétition comme ça parce que c'est toujours intéressant de se renseigner sur le fonctionnement d'un pays. Et voilà, une fois que ces 3 premières conditions sont remplies, donc 5 ans, le Sprorentest et le vivre ensemble au Luxembourg. Alors juste petite parenthèse, si vous choisissez l'option du mariage pour vous recevoir la nationalité, alors oui, vous êtes dispensé des 5 ans de résidence, mais par contre, vous devez quand même passer le Sprorentest et le cours de vivre ensemble, enfin les cours de vivre ensemble. Donc voilà, dans les 2 cas, les cours et l'examen doivent être faits, même si vous passez par l'option du mariage. Donc je disais, une fois que vous avez rempli ces 3 critères, c'est les 3 critères principaux pour demander la nationalité, il vous suffit juste ensuite de réunir toute la paperasse nécessaire pour votre dossier. Donc vous avez acte de naissance, vous devez remplir un document biographique, vous devez également demander un casier judiciaire, enfin bref, vous avez plein de documents administratifs à joindre à votre dossier. Une fois que votre dossier est rempli, vous allez à la commune pour faire une demande officielle. Là, l'employé communal ou le fonctionnaire communal, enfin l'agent communal quoi, va vous remettre un récépissé comme quoi votre demande va être analysée par 2 personnes de la commune. Donc vous allez recevoir un papier où lui va valider d'abord tous les documents, donc ok, j'ai bien reçu ce document, ce document, ce document, ce document. Ensuite, ça va être validé par une 2e personne, donc il vérifie si, je suppose, tous les documents sont vrais, si les dates limites des documents sont... Enfin, que les documents sont toujours valides, parce que par exemple, l'extrait d'acte de naissance que j'ai dû donner devait être... fourni depuis moins de 3 mois, par exemple. Donc voilà, donc je suppose qu'il vérifie tout cela. Et une fois que votre dossier a été analysé par 2 agents communaux, vous retournez à la commune devant un autre agent communal qui là va faire la soumission officielle de votre dossier au ministère de la Justice. Et donc vous recevez un papier officiel comme quoi votre demande est en cours, qu'elle va être analysée par le ministère de la Justice et qu'ensuite vous devez attendre entre 7 et 10 mois pour recevoir la réponse du ministère, positive ou négative.
on se doute bien que dans la majorité des cas, c'est positif. En tout cas, pour moi, je ne voyais pas... Bon, il y a toujours un peu le stress, mais je ne voyais pas pourquoi ma demande aurait été refusée. Et donc, c'est bien plus de 7 mois plus tard que j'ai reçu l'arrêté ministériel au 15 juillet 2025 qui, par son arrêté numéro 1, me donne... Voilà, la nationalité luxembourgeoise. Donc ça a été quand même un chemin de longue haleine entre le moment où je me suis inscrite au cours et où j'ai fait toute la démarche pour être luxembourgeoise et que j'ai reçu véritablement la réponse comme quoi c'est bon, l'arrêté ministériel m'octroie la nationalité luxembourgeoise. Ça a mis plus d'1 an, voilà, parce que je m'étais inscrite au cours au mois de juin 2024 et donc j'ai reçu la réponse donc en août 2025 et l'arrêté date de juillet, mais bon voilà, c'est quand tu reçois la lettre officielle dans ta boîte aux lettres, moi je trouve qu'il est le jour le plus important et donc je l'ai reçu le 6 août, voilà, donc voilà un petit peu pour ce point culture, ce long point culture qui vous explique en long, en large et en travers ma nouvelle vie, donc pourquoi est-ce que j'ai choisi de devenir luxembourgeoise et quels sont les moyens de le faire. J'espère que ça vous a plu, ce genre de nouveau petit format. C'est assez différent, voilà, je fais part un petit peu de mon expérience personnelle et j'espère que ça vous a plu de voir comment en fait on devient luxembourgeois ou luxembourgeoise par naturalisation, en tout cas dans mon cas. Donc voilà, je me réjouis trop, je suis vraiment contente et écoutez, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour ce point culture un petit peu spécial, ce point culture grand-ducal, ce point culture spécial Luxembourg, et je vous dis donc à plus tard. Hello, je vous retrouve pour conclure cette semaine de vlog. Alors, la dernière fois que je vous avais pris, donc je vous avais fait un petit point culture. Et sinon, depuis, j'ai terminé un livre et j'en ai commencé un autre. Une fois que j'ai eu terminé donc la chronique des Bridgerton, le tome dédié à Hyacinthe, j'avais pas nécessairement envie de me replonger pour la fin de la semaine dans un roman. Voilà, donc j'ai sorti une petite BD de ma palle et celle qui m'inspirait le plus parmi toutes celles qui sont dans cette fameuse pile à lire, c'était la BD de Lou Luby et à la fin il meurt, la seule vérité sur les contes de fées. Cette BD je l'avais achetée en janvier, il me semble, quand j'avais été au Cultura de Terville avec Sophie. J'en avais beaucoup entendu parler sur Instagram. Je connais pas du tout Lou Luby, je sais qu'elle a écrit pas mal de BD sur différentes thématiques sociétales, mais voilà, je n'avais jamais lu cette autrice, je ne connaissais pas du tout son œuvre, mais j'avais beaucoup vu passer cette BD en particulier sur les réseaux sociaux. C'est une BD qui parle des contes de fées, donc comme le nom l'indique, la seule vérité sur les contes de fées. Donc ça va nous parler un petit peu des origines des différents contes qu'on a l'habitude de croiser chez Perrault, chez Grimm ou chez Disney. Et elle va un petit peu contextualiser
ses contes, voir de quoi il s'inspire, de parfois comparer les différentes versions. Ainsi, on va apprendre par exemple qu'il y a alors un conte qui a des origines chinoises, qui a été repris par un Italien, ensuite par Perrault, ensuite par Grimm, etc. Voilà, elle va disséquer un petit peu tous les contes de fées. Elle va un petit peu parler des différentes thématiques qui peuvent se retrouver dans des contes de fées, et à chaque fois elle va également interrompre son récit, ou en tout cas faire la transition entre différentes thématiques par un conte qu'elle va elle-même expliquer et illustrer. Alors grâce à ce livre, j'ai découvert des auteurs de contes, j'ai également découvert de nouveaux contes que je ne connaissais pas du tout. Alors bien évidemment, la sale vérité derrière les contes de fées, on le voit au niveau de la couverture, c'est pas Jojo Jojo, hein, au niveau des récits, très souvent c'est des récits violents, sanglants, pas toujours avec un happy ending ou alors avec un happy ending un petit peu teinté de gris, on va dire comme ça. Mais ça m'a bien plu, voilà, de découvrir ces nouveaux contes. Ça m'a fortement intriguée, du coup ça m'a donné envie d'acheter des recueils de contes, que ce soit de ce fameux auteur italien, ou de Perrault ou de Grimm, pour pouvoir me plonger véritablement au centre, pardon, au cœur de ces contes de fées, moi qui les connais principalement sous le prisme de Disney, ou des différents contes que j'ai lus dans mon enfance dans les livres des histoires, hein, qu'on lisait chaque soir avec mes grands-parents ou avec mes parents. Mais c'est clair que dans ces livres-là, les versions sont quand même relativement édulcorées pour ne pas effrayer les enfants. Donc du coup, ce n'est pas le conte réel que Perrault, Grimm ou les autres auteurs ont écrit, notamment l'auteur italien dont je parlais tout à l'heure. Ces contes sont faits en fait pour les adultes de la société aristocratique italienne, et donc ils sont un peu grivois. Voilà, il y a des scènes de fesses un petit peu partout, ça on n'avait pas dans mes livres de contes par exemple, tout comme on n'a pas chez Disney. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette lecture. J'ai beaucoup aimé le ton de cette BD parce que c'est très humoristique. Elle a un humour qui fait le taf avec moi. Alors, je saurais pas très bien le décrire. J'avoue que je suis un peu... je suis pas très douée pour décrire les différents types d'humour. Mais c'est un humour parfois un petit peu ironique. Elle joue pas mal sur l'ironie. Il y a du gag de répétition aussi parfois dans cette BD que j'apprécie pas mal. Il y a des scènes complètement burlesques. Par exemple, voilà, elle va parler d'un conte qui se passe dans une époque reculée, on va dire peut-être, je sais pas, 16e, 17e siècle, et elle va y introduire des éléments contemporains pour un peu plus imager sa BD et nous faire comprendre le message qu'elle veut nous faire comprendre. Et donc du coup, il y a ce décalage entre le côté anachronique en fait des choses qu'elle ajoute dans ses réflexions ou dans ses illustrations de différents contes, ou dans son explication tout simplement sociétale, historique et sociologique, peut-être on peut dire ça comme ça, du coup des contes de fées. Alors au niveau de du récit, bon ben voilà, je dirais plus, c'est peut-être plus un roman graphique qu'une BD, j'avoue. Là, encore une fois, je suis également nulle au niveau de qu'est-ce qui fait qu'un livre est une BD, qu'est-ce qui fait qu'un livre est un roman graphique. Je sais pas, mais voilà, je vous montre un peu l'intérieur pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Moi, j'appelle ça une BD. Maintenant, c'est peut-être un roman graphique, mais bon, voilà, c'est ce genre de roman où il y a des illustrations, des petites bulles, et quand il n'y a pas de petites bulles, il y a des explications, voilà, comme par exemple ici, pour nous expliquer un petit peu ses recherches et les différentes transcriptions des choses qu'elle a trouvées dans différentes sources scientifiques ou littéraires. Voilà. Oui, et donc au niveau du graphisme, c'est assez simple. C'est toujours avec la même gamme de couleurs, donc orange et mauve, dans leurs différents camailleux. Voilà. C'est assez simple, c'est assez sobre. Moi, je trouve que c'est marrant, en fait. C'est du coup très reconnaissable dès qu'on va voir, par exemple, sur les réseaux sociaux ou une photo
d'une illustration ou d'un extrait de ce livre, on va directement pouvoir le resituer si on l'a lu. On va tout de suite savoir que c'est cette BD-ci. Donc je trouve ça vraiment très, très chouette. Les dessins sont... Voilà, c'est pas très détaillé, c'est assez simple, hein. Mais bon, faut déjà le faire, hein, parce que pour dessiner comme ça, moi, j'en serais incapable. Mais enfin, voilà, franchement, c'est une BD qui m'a bien plu, aussi bien dans sa construction mise en page, que dans les différentes explications, que dans les illustrations que j'ai bien aimées. C'est hyper drôle, là, vous voyez un petit peu les côtés décalés et anachroniques parfois. Là, il y a un maître Yoda dans le conte du petit chaperon rouge. Donc voilà, c'est un livre qui a totalement fait le taf avec moi. J'ai pris mon temps pour le lire, je ne l'ai pas dévoré. J'ai voulu savourer un petit peu ce livre que j'ai trouvé très intéressant. Ça m'a appris vraiment pas mal de choses. J'ai adoré l'humour, comme je vous ai dit, un humour un petit peu ironique, un petit peu grinçant parfois, un petit peu exagéré à certains moments. Mais je trouve enfin voilà, l'humour a totalement fait le taf avec moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir et franchement, ben, je vous recommande si cette thématique des contes vous intéresse. Si vous avez envie de rigoler tout en apprenant quelque chose, tout en étant diverti et de passer un bon moment, ben, je ne peux que vous recommander cette BD de Loulubi. Donc, et à la fin, il meurt, la vérité sur les contes de fées. Je trouve qu'en plus, l'objet livre est vraiment pas mal. Je sais plus combien je l'avais payé. J'en ai aucune idée, mais je trouve que vraiment l'objet livre est vraiment beau. On dirait, enfin le travail éditorial donc Delcourt a vraiment été est vraiment super quoi, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un super beau livre de contes de fées dans nos mains avec cette dorure sur le côté. Je trouve que c'est vraiment du très très beau travail. Ouais, j'ai bien aimé. Donc en plus de tout ce côté aussi comment dire, instructif, je trouve ça donne envie, en fait, nous-mêmes, d'aller plus loin, de découvrir les contes de fées et potentiellement de lire peut-être d'autres essais qui ont été faits à ce sujet. En tout cas, moi, j'ai pris pas mal de notes parce qu'à la fin, il y a toute sa bibliographie, hein, toutes les références. Voilà, en fonction des chapitres. Et je me suis un petit peu attardée pour une fois sur les références de ce livre. Et ça m'a donné envie. Voilà, de lire parfois certaines analyses, certains contes aussi dont elle fait référence à la fin. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a donné envie d'aller au-delà de lui-même. Donc voilà pour mon avis du petit livre qui m'a accompagnée juste avant le week-end. Il me semble que je l'ai terminé, si je dis pas de bêtises, vendredi soir. Je pense vendredi soir avant d'aller... Oui, je l'ai terminé vendredi soir avant d'aller dormir, oui. Donc il m'a accompagnée jeudi et vendredi. Voilà, donc je l'ai quand même fait traîner, mais je l'ai quand même lu rapidement. Mais après tout, ça se lit vite, hein. Il fait... Donc attendez, si je prends... Il n'y a pas le numéro de page? Ah si, 227, 228 pages. 228 pages pour la partie principale. Après, c'est les références et un petit bonus. Et comme la mise en page est quand même relativement... voilà, c'est aéré, hein, il y a pas mal d'images. Le texte n'est pas non plus très très présent, hein, à chaque fois. Donc en fait, ça se lit super vite, quoi. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça jeudi soir et vendredi. J'étais en télétravail vendredi. Donc, j'ai pu passer la fin d'après-midi sur ma terrasse à terminer ce livre-là. Ensuite, après avoir terminé cette lecture, cette fois-ci, j'avais envie de me plonger dans un roman. Et je dois toujours lire les livres pour le jury du festival Étrange Grande. J'avais sorti ma Kindle parce que du coup vendredi soir mon mari n'était pas là, donc j'ai pu récupérer ma Kindle et essayer de trouver un livre qui correspondait à mon mood vendredi soir. Mais malheureusement le seul qui aurait pu m'intéresser, je ne l'avais pas encore sur ma Kindle, je l'ai reçu courant du week-end il me semble, ou en tout cas je l'ai reçu récemment.
Et du coup, j'avais pas envie de me plonger dans un livre pour ce jury. Il va falloir que je m'y mette. Là, le festival est dans un tout petit peu plus d'un mois, donc c'est... Je sais plus si je l'ai dit. Décidément, mon récit est un petit peu décousu, je m'excuse. Je suis un petit peu fatiguée et j'avoue que le moral n'est pas non plus extrêmement présent. Je fais genre que tout va bien devant la caméra, mais voilà, bref. Bon, rien de grave, hein, cela dit, je vous rassure, mais il y a comme ça parfois des jours où il y a des hauts et des bas. Et cette semaine, c'est encore une fois une semaine down malheureusement, donc j'ai pas trop la tête en fait pour faire genre que tout va bien et parler de mes lectures, mais bon, je m'y mets quand même à l'exercice parce que ça me change un petit peu les idées et c'est quand même cool de prendre la caméra et de vous parler. Mais bon, pour vous parler, encore faut-il bien vous parler, donc pourquoi je vous parle de ces livres et pourquoi je vous parle du jury. Si vous suivez mes vlogs attentivement depuis quelques semaines déjà maintenant, vous savez que j'ai rempilé cette année pour le jury donc des pages de l'écran... on va recommencer. Pour le jury des pages de l'étrange, pour le festival Étrange Grande, qui est un festival de littérature de genre qui se déroulera le 20 et le 21 septembre prochain à Étange Grande, qui est une ville juste au-dessus de Metz, donc entre Metz et le Luxembourg. Et donc chaque année, un genre est mis à l'honneur. Cette année, c'est la fantasy qui est mise à l'honneur. Et dans le prix des pages de l'étrange, c'est toujours... alors, normalement, c'est le genre qui est mis à l'honneur qui fait partie de ce prix, mais dedans, on retrouve quand même des thrillers, donc j'ai pas très bien compris quels étaient leurs critères de sélection, faudrait peut-être que je me renseigne. Mais bon, bref, je fais partie du jury pour ce prix des pages de l'étrange, et ce prix a 6 candidats potentiels. J'en ai déjà lu 2, donc j'ai lu Shorginiac de Ophélie Cohen, et j'ai lu La vie de Jonathan Baker de Antoine Renan, et j'ai encore 4 autres livres à lire parce qu'il y a 6 candidats en tout. Et suite à cela, donc on va devoir donner notre top 3 et le premier recevra X points, deuxième X points, troisième X points et on va faire la somme totale de toutes les personnes participant à ce jury pour ensuite élire le gagnant. Mais voilà, donc comme je vous l'ai dit, sur les 4 livres, j'en ai lu que 2, les 2 qui m'intéressaient le plus parce que Shorginiac et La fille de Jonathan Baker, c'était des thrillers, des romans policiers, donc du genre de littérature noire voilà, c'est le genre qui me plaît le plus. Et les autres, ça fait plutôt partie de la fantasy, de la science-fiction ou de littérature fantastique. Et moi, c'est pas trop le genre qui m'intéresse. Et en plus, en lisant les 4e de couverture, je pense, bon, je vais les lire, hein, je vais faire un effort, je vais les lire, mais j'avoue que ça me motivait pas trop. Voilà, et donc pour passer le week-end, je m'étais dit, je vais plutôt sortir un livre qui me plaît, ainsi, dès le début de la semaine, je commencerai sur des nouvelles bases et je lirai un livre pour ce prix. Bon, on est mardi aujourd'hui, au moment où je clôture le vlog, donc ma lecture est toujours en cours, donc j'ai un petit peu dépassé le laps de temps du week-end. Mais bon, bref, c'est pas grave. Le week-end prochain est un week-end prolongé, donc je pourrai éventuellement lire. Mais bon, bref, tout ça pour dire que, du coup, vendredi soir, j'ai commencé un nouveau livre. Un livre donc du genre de la littérature noire, qui est mon genre préféré. Et il y avait un nom, le nom d'un auteur, qui me faisait envie depuis super longtemps. Vous n'allez pas être étonnés. Je vous fais un petit teasing. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à deviner de quel auteur je parle et de potentiellement quel livre je vous parle. Parce que c'est le livre d'un auteur que j'ai pas mal lu cette année. Que j'ai découvert au mois d'octobre dernier. J'avais lu son livre, le premier tome d'une de ses sagas pour le salon Iris Noir à Bruxelles parce qu'il y était. J'avais envie de discuter avec lui. Le premier tome, j'avais dû un petit peu m'accrocher, mais finalement, ça avait été quand même une assez bonne surprise. Du coup, j'ai continué sa saga. Et sa saga, je l'ai continuée et terminée très récemment. Parce que j'ai pris 2 de ses livres en vacances avec moi quand je suis partie à Singapour et Bali. Et j'ai tout de suite enchaîné avec les 2 derniers tomes de sa saga, qui est en tout composé de 5 tomes. Et il s'agit de
la saga du capitaine Merlicht de Nicolas Lebel, bien évidemment. Cependant, j'ai terminé la saga Merlicht et donc il ne me restait plus qu'à lire les autres livres que Nicolas Lebel a écrits. Et l'un des livres que j'avais dans ma palle, c'est son autre série. Donc il avait donc sa saga avec le capitaine Merlicht, et il a une deuxième saga avec la lieutenante, oui, Yvonne Chen. Alors cette saga avec Yvonne Chen, je l'ai déjà entamée vu que j'avais reçu en service presse le tome 4 intitulé La Ruche. Je vous mettrai d'ailleurs toutes les vidéos qui parlent de Merlicht, de mon avis sur La Ruche avec Yvonne Chen. Je vous mettrai tout dans le petit juste ici pour que vous puissiez aller voir mes avis à leur sujet si ça vous intéresse. Et donc j'avais reçu La Ruche qui est le 4e tome de cette saga en service presse. Je l'avais lu et j'avais beaucoup aimé. Alors bien évidemment, commencer une saga par le tome 4, c'est pas la meilleure des idées. Cela dit, La Ruche peut totalement se lire indépendamment des 3 premiers tomes. La seule chose, c'est que bien évidemment, on fait référence à des personnages qui interviennent dans les 3 premiers volumes. On n'a pas trop les rêves du coup. On risque de se faire spoiler parce qu'on sait ce qui s'est passé avant, mais j'ai une bonne mémoire, mais parfois j'ai aussi la mémoire sélective. Et je vous avoue que, alors je sais, à un moment, il y a 2 éléments dont je me souviens, voilà. Par contre, le reste, j'avoue, je m'en souviens plus du tout. Donc, voilà, peut-être que ça me reviendra au fur et à mesure de mes lectures. Mais bon, lire le tome 4 pour ensuite lire le premier tome, c'est pas très dérangeant. Il y a quelques petits éléments spoilants, mais rien d'exceptionnel. Oh là là, pourquoi j'utilise des mots compliqués à prononcer aussi? Rien d'exceptionnellement gravissime. Voilà, et donc le livre que j'ai sorti de ma palle, maintenant vous avez dû le comprendre, c'est donc un livre de Nicolas Lebel et c'est le premier tome de la saga donc qui met en scène Yvonne Chen, je pense qu'elle est le lieutenante, donc le gibier. Voilà, qui est du coup le premier tome de la saga donc des Furies. Alors dans ce tome-ci, donc on va suivre bien évidemment Yvonne Chen avec son supérieur hiérarchique Paul Starsky, comme le fameux Starsky et Hutch, mais avec un I, cette fois, pas un Y, qui vont être appelés sur une scène de crime un petit peu spéciale, parce qu'en fait, il y a une prise d'otage dans un appartement parisien. Et cette prise d'otage, malheureusement, termine sur le décès de 2 personnes, donc du preneur d'otage et de sa victime. Mais quand on entre dans l'appartement, c'est assez flou, parce que les personnes ne sont pas dans la même pièce. Et voilà, on arrive tout de suite à déterminer qui était le preneur d'otage et la victime, mais étant donné que les 2 sont décédés, voilà, c'est un petit peu particulier. Et ils vont se mettre du coup à enquêter là-dessus, qui était le preneur d'otage, qui était la victime, et très rapidement, ils vont voir que il y a quand même quelque chose de chelou là en dessous. Il y a quelque chose de pas normal, et très rapidement, leur enquête va également les mener vers Chloé de Talence, qui est une brillante biologiste. C'est, le hasard fait bien les choses, l'amour de jeunesse de Starsky, donc le commissaire, il me semble, commandant, capitaine, je ne sais pas, enfin le supérieur hiérarchique d'Yvonne Chen. Et en fait, tout accuse cette femme d'être fortement liée à ces... voilà, à cette scène de crime. Sauf que, encore une fois, voilà, il y a quelque chose de pas normal là-dessous, et Starsky et Yvonne vont remarquer qu'en fait, ils se font un petit peu manipuler et qu'ils sont entrés dans un engrenage de chasse assez intéressant, assez prenant, et que, du coup... voilà, la chasse est lancée, il y a un gibier dans la capitale et il se pourrait bien que ce soit cette fameuse Chloé de Talence qui est le gibier de toute cette affaire. Voilà un petit peu pour le résumé. Alors j'avoue, c'est un petit peu compliqué à résumer pour ne pas spoiler. J'ai l'impression que j'ai quand même spoilé un petit élément dans mon résumé personnel, mais à la fois qui n'est pas vraiment un spoil parce que bon, on s'en rend vite compte,
on comprend très rapidement les choses, nous, en tant que lecteurs. On a un peu plus d'informations que les enquêteurs. Et donc, on sait très bien que, voilà, un élément que je vous ai peut-être spoilé, bah, en fait, on le sait depuis le début. Donc, c'est pas si spoilant que ça, in fine. Mais c'est quand même, je vois que l'exercice n'est pas évident hein, pour ce livre, parce qu'il y a vraiment un engrenage très serré. Il y a pas mal de ramifications, il y a pas mal de faux semblants, il y a pas mal de... c'est un vrai tas de nœuds, c'est une vraie manipulation totale en fait cette enquête et c'est hyper intéressant mais du coup c'est vrai que pour en parler sans spoil c'est relativement compliqué. Je prends beaucoup de plaisir avec cette lecture, vraiment vraiment vraiment. Nicolas Lebel c'est clairement maintenant mon auteur francophone préféré. J'adore sa plume, ça se lit vite, je l'ai commencé vendredi. Samedi, on a passé la journée à Achouf avec mon mari. Dimanche, j'étais à la maison, j'ai pas non plus fait que lire, mais j'ai quand même pas mal lu, pardon. Lundi, j'étais en congé, mais mon esprit était complètement occupé ailleurs. Donc lundi, j'ai lu peut-être 20 pages, mais c'est tout. On est mardi aujourd'hui et je suis déjà à la page 251, quoi. J'ai lu tout ceci. Le roman fait 449 pages, donc j'ai dépassé la moitié, mais franchement ça se lit tout seul, ça se dévore, la plume elle est hyper fluide, elle est hyper agréable, c'est prenant, ça se lit vite, les personnages sont intéressants, le mystère est bien géré, la tension également, il y a un peu d'humour parfois, un peu moins que dans Merliche, parce que les personnages ici sont un peu moins caricaturaux, je trouve que dans la saga Merliche, il y a un peu moins d'humour que dans l'autre saga, mais il y a quand même toujours cette plume un petit peu teintée de quelque chose qui fait parfois sourire, de réactions de personnages qui font rire le lecteur, quoi, qui mettent la banane. C'est une lecture qui est hyper agréable, dans laquelle on se sent bien, on a envie de savoir, c'est très nébuleux, c'est très flou, on sent, on voit le truc venir et on a envie de savoir, c'est haletant, on a envie de continuer, ça se lit bien, donc forcément on avance hyper rapidement et franchement... ouais, excellente lecture quoi. Je prends beaucoup de plaisir, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Nicolas Lebel. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'ai qu'une hâte, c'est le continuer. J'ai qu'une hâte, c'est de connaître la suite et fin de cette enquête. Et j'ai envie d'enchaîner également avec les 2 autres tomes de cette saga que je n'ai pas encore lu. Donc, comme vous le savez, elle est composée de 4 tomes. J'ai lu le tome 4 et j'ai lu le tome 1. Donc, il m'en reste 2 ensuite après celui-ci. Je ne les ai pas dans ma palle. Mais c'est pas grave, je ne vais pas tarder à les acheter et je pense que je ne tarderai pas à les lire parce que c'est vraiment des livres agréables. J'ai envie de dire que, étant donné que je suis dans un mood un petit peu down en ce moment, en fait, Nicolas Lebel, c'est un petit peu ma lecture douce. Ça devient un petit peu mon Agatha Christie, mais contemporain. C'est un peu le Agatha Christie de l'époque contemporaine, du 21e siècle. C'est un auteur vers lequel je me tourne parce que je sais que je vais passer un bon moment. Et donc, quand j'ai pas trop le moral, quand j'ai pas trop envie de lire, quand il y a comme ça une petite interrogation, ou voilà... C'est vers lui que je me tourne maintenant et franchement c'est trop bien. Donc si vous ne connaissez pas encore Nicolas Lebel, si vous ne connaissez pas encore ses sagas, que ce soit celle de Merliche ou celle de Yvonne Chen, franchement je vous invite fortement à les découvrir parce que c'est un auteur qui mérite vraiment d'être lu. Et voilà, c'est limite sur cette déclaration d'amour pour un auteur que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez lu les différents livres que je vous ai présentés dans ce vlog. Et n'hésitez pas à me partager et à partager également aux autres personnes qui lisent les commentaires ce que vous avez pensé de ces lectures. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, c'est important. Les abonnements, ça fait vraiment toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. C'est vraiment trop cool de savoir qu'on est de plus en plus nombreux, que vous, en fait, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes différents vlogs littéraires au fur et à mesure des semaines, comme cela. Et ben moi, écoutez, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, je vous souhaite, comme d'habitude, de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis bien évidemment à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao! J'ai chaud, il m'est super chaud, ça se voit pas à la caméra, mais je sue des fesses. J'ai mes fesses qui découlent depuis tout à l'heure, c'est
insupportable. C'est vraiment insupportable. Oh là là. Et voilà, maintenant, après avoir blablaté quand même pendant une demi-heure, il est temps de prendre l'apéro.